Super cool, fresh black. Black ninja, maître de la pizza. Karatéka, ça ne niaise pas. Super cool, fresh black ninja pizza. Les gens peuvent commander directement sur le site internet ou pick-up au 107 Presse Arthur S. Nos pizzas sont super cool. Fresh Black Ninja Pizza. Sur ce, ciao. Zéro censure aujourd'hui, on a un grand épisode. Vous allez voir, on va dire les vraies affaires. On a un invité de marque. Et c'est quand on a ces invités-là, tu sais, la description, elle est tellement longue. Ça fait que tu prennes le temps de dire les affaires. On a une membre du comité exécutif responsable des ressources humaines, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, conseillère associée à la réconciliation avec les peuples autochtones, membre de la commission de la sécurité publique, mairesse d'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, anciennement infirmière. Écoute, on peut en parler. On a Grassa Kasoki Katawa. Est-ce que j'ai bien dit? Oui, c'est parfait. Et c'est parfait. let's go. Comment vas-tu? Ça va. Merci beaucoup, Kéké, je me permets. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec toi d'un sujet important. Un sujet extrêmement important, puis on va vraiment y aller. Puis c'est important cette conversation-là parce que même moi, je me disais, il y a une bombe dans les médias et ensuite, c'est comme si on n'a rien entendu. C'est comme si je sentais que, ben, après l'annonce oui, du jugement, c'est comme si je me disais, c'est tellement légendaire, c'est tellement historique, Mhm. puis où sont les informations, où est la suite? Et par défaut, les gens me demandent comme si j'étais un C'est élu, tout. ça. Comme si j'étais le maire non officiel. Là, donc on est là avec un fait saillant qui est visible par une action collective. La Ville de Montréal devra verser 5 000 $ à chaque personne victime de profilage racial interpellée par des policiers du SPVM entre 2017 et 2019. Il y a eu à peu près 40 000 interpellations, 40 000 de personnes racisées au cours de cette période. Ensuite, avec une étude qui est aussi une étude que je pense que c'est à peu près les mêmes chiffres que l'étude de Sylvain Caron, je pense en 2017, qui dit que les Autochtones sont 6 fois plus interpellés par les Blancs, les populations noires 3,5 fois plus et les personnes arabes 2 fois plus selon un rapport de 2023, donc de 2017 à 2023. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, c'est une victoire historique contre le profilage racial à Montréal. C'est une journée historique. Mhm. Quelle est la suite de cette annonce-là? Est-ce que tu avais vu ça arriver? Dis-moi les choses derrière les coulisses de ça. Mais tu sais, c'est vraiment important, je pense que, puis quand tu dis, il y a eu donc l'annonce sur le jugement ou Ouais. la décision, puis en effet, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. Non. Puis, je te dirais que quand on a eu à en parler, parce que nous, on devait prendre une décision comme ville de la suite qu'on donnait au jugement, à chaque fois, je demandais aux gens, je disais, vous savez quoi? Avant de parler du sujet, puis de qu'est-ce qu'on va faire, puis c'est quoi les éléments considérés, est-ce qu'on peut juste prendre une pause et réaliser que c'est un jugement qui est historique, qui est sans précédent. C'est-à-dire pour une... Nous, il y a des choses qu'on savait. On sait qu'il y a du racisme systémique et de la discrimination systémique. On sait qu'il y a du profilage racial. Quand je dis nous, la mairesse l'a dit, elle a dit en cours par rapport à ce jugement-là. On voulait la Ville de Montréal être en mesure d'indemniser les victimes. Puis là, en fait, ce qui est historique, c'est qu'il y a un jugement de la Cour qui le dit. Puis c'est vrai que, en fait, on dirait que les gens n'ont pas réalisé, là. C'est comme une première au Québec, au Canada, puis même que les avocats de la Ville disaient en Amérique du Nord, c'est sans précédent, qu'une ville ait à indemniser des victimes de profilage racial. Exactement, mais une des raisons pourquoi que c'est pas autant médiatisé, est-ce que c'est à cause que le monde s'en fout? Est-ce que c'est qu'il y a une question encore de victimisation? On banalise ça? Pourquoi que c'est pas médiatisé, qu'on en fait vraiment un cas comme si c'est quelque chose, comme on dit, c'est quelque chose d'historique? Pourquoi que ça a passé aux oubliettes très rapidement? Mais c'est vraiment une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Tu sais, moi, j'ai publié, même si je n'avais pas tous les éléments, je n'avais pas encore lu les 100 pages de jugement, j'ai publié un truc sur ma page Instagram parce que j'ai dit, mais je ne peux pas rester silencieuse. C'est trop important. Mais c'est vrai qu'il y a plein de médias qui n'en ont pas parlé. Puis moi, depuis qu'on a pris la décision, puis on va revenir sur la décision, je me suis assurée de faire le tour le plus possible des médias qui sont écoutés par les personnes qui sont concernées, minimalement, tu sais. Mais je pense que comme société, il faut se rendre compte que on est en train d'être une locomotive là, sur cette question-là. On a beaucoup parlé de la reconnaissance, du racisme et des discriminations. On a beaucoup parlé des actions.
Mais là, on a une conversation à faire sur la réparation, puis on entame, nous, cette conversation-là à la Ville de Montréal, quoi. Fait que c'est important pour moi de le dire. Oui. Il faut qu'on reconnaisse, c'est comme des décennies de travail de plein de monde. On parlait de Côte-des-Neiges, Indigène tantôt, plein de monde de chez nous qui ont travaillé puis qui ont milité pour faire reconnaître le profilage racial, et ça a marché. Donc, je pense qu'il faut comme, le reconnaître, puis remercier, puis applaudir toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus depuis les dernières décennies. Mais quand la Ligue des Noirs a commencé à justement entamer, je pourrais dire, c'est eux qui ont été les chevals de Troie pour cette initiative-là, est-ce que toi-même, tu es au courant dans le processus de ça? Comment toi, tu as pu peut-être, je ne sais pas, c'est quoi que tu as pu être au courant? Est-ce que tu t'es impliqué déjà? C'était quoi un peu ta position par rapport à l'initiative? Est-ce que même tu pensais que le jugement allait finir comme ça? Ben, en fait, on savait que c'était une possibilité que ça finisse comme ça. Puis comme je dis, tout ce que le jugement, beaucoup d'éléments que le jugement a mentionné, c'est des choses que la mairesse a dit à la cour, devant la juge. Elle a dit, donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, elle l'a dit devant la cour. Dans le processus, il faut savoir que moi, je suis dans ce rôle-là, donc membre du comité exécutif, responsable notamment de la lutte au racisme, depuis février dernier. Avant moi, c'était ma collègue Dominique Olivier qui avait ce dossier-là. Et avant elle, il y avait Cathy Wong, donc au dernier mandat. Donc, j'en parle parce qu'en fait, la conversation directement liée au jugement a beaucoup commencé à partir du moment où il y a les citoyens qui se sont mobilisés pour avoir une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique. C'était en 2018-2019? Exactement. On a eu donc le rapport de l'OCPM en 2020, 2019-2020. En 2020, la mairesse, parce qu'une des premières recommandations, c'était de reconnaître comme institution qu'il y a du racisme et de discrimination. Fait que la mairesse l'a reconnu. À partir du moment où tu reconnais, c'est pour ça que je parlais des 3 étapes. Tu reconnais, tu agis, puis il faut réparer aussi. À partir du moment où la mairesse l'a reconnu, ben, tu es obligé comme institution, partout dans la machine, là, de prendre des actions pour t'assurer de contrer le racisme et les discriminations systémiques. Mais c'est pas un peu risqué de reconnaître dans une certaine position comme ça? Parce que là, ça devient, tu te fais des ennemis automatiquement, de dire je reconnais le racisme systémique, sachant très bien que tu es dans une province où on ne reconnaît pas le racisme systémique, et que là, ensuite, ben là, il y a un pointage de doigts vers la SPVM sur le racisme. Donc, ça devient en sorte que qui est avec qui est contre qui. Parce que là, après, quand on entend cette nouvelle-là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, la Ville reconnaît qu'il y a un problème de racisme systémique, mais c'est la Ville qui doit donner cet argent. Donc, il y a comme une certaine confusion de c'est qui qu'on pointe du doigt à la base? Bien, en fait, au-delà de c'est qui on pointe du doigt, c'est-à-dire, la politique, c'est une question de courage, puis c'est une question de conviction. Puis c'est important de le dire parce qu'il y a des élections qui s'en viennent, puis il faut qu'il y ait davantage de monde qui ont des convictions qui se lancent en politique. La mairesse Plante était convaincue que la bonne chose à faire, c'était de reconnaître qu'il y avait du racisme et de la discrimination systémique. Puis je lui ai dit, quand on a discuté du jugement, en fait, on se rend compte, puis on le sait, mais la parole a du pouvoir. C'est-à-dire le fait qu'elle, mairesse de Montréal, le reconnaisse, ça a fait bouger toute la machine. Ça a fait en sorte qu'on a mis en place le bureau de la lutte qui travaille avec tous les services de la Ville de Montréal pour mettre en place des plans pour engager davantage de personnes de la diversité, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça a commencé à ce moment-là. Donc, les gens demandent une consultation, il y a une consultation, il y a un rapport, il y a la reconnaissance. À partir de là, les gens sont obligés d'agir. Quand je dis les gens, c'est les 28 000 employés de la Ville de Montréal, inclus, et le SPVM et le CIM, tout le monde est obligé d'agir pour démontrer à chaque année aux citoyens de Montréal qu'est-ce qu'ils font pour briser toutes les barrières liées au racisme et à la discrimination systémique. Donc, le processus a commencé là. Est-ce qu'ils le font tous? On avance. Est-ce qu'ils le font tous? On va arriver avec quelques dossiers qu'il faut que je règle là. Fait que dans le processus, il y a eu tout ça. Ça, c'était ma collègue Cathy Wong qui avait le dossier à ce moment-là. Il y a des élections. Dominique Olivier est élu, puis elle a le dossier de la lutte au racisme et à la discrimination systémique. Et, et c'est à ce moment-là qu'arrive justement, en fait, ce qui est arrivé à M. Lamontagne et la poursuite qui est entamée avec M. Lamontagne, la Ligue des Noirs contre la Ville de Montréal. Il y a eu des discussions entre la Ville et la Ligue des Noirs pour être en mesure de trouver des façons d'avancer quant au profilage racial, etc. Finalement, ça n'a pas abouti et on s'est retrouvés en cours. Puis on s'est retrouvés en cours où la mairesse est allée témoigner. Fadi Daguerre, qui est le chef de police, a été témoigné. Et puis là, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Puis là, moi, je suis dans le poste et on devait avoir des discussions avec mes collègues pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le jugement, est-ce qu'on va en appel ou pas. Donc là, je pense qu'il y a des personnes déjà qui ont différentes questions par rapport à ça. Donc, une des premières questions, c'est pourquoi de 2017 et 2019, pourquoi cette période-là? Parce que moi, j'ai été profilé
en 2013, 2014, 2015. Donc, moi, je peux pas avoir mon petit 5 000 $ normal. Ouais, non, c'est quoi cette affaire-là? Je me sens même mal. Comme, j'aurais dû me faire profiler plus tard. Quoi? Mais en fait, ça, c'est vraiment des questions de... c'est les paramètres que les avocats de la poursuite, etc., ont choisi, finalement. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est cette période-là. Et puis, la juge, elle a déterminé, c'est très, très spécifique, là. Elle a décrit 4 sous-groupes de personnes qui vont être indemnisées. Certains, c'est 2 500 $, certains, c'est 5 000 $. Le groupe le plus important en termes de nombre, c'est ce qu'on appelle le sous-groupe 1 pour les personnes qui sont peut-être plus familières avec le jugement. Et eux, c'est très détaillé, c'est-à-dire, c'est des personnes qui ont subi du profilage racial. C'est sur une période de 6 mois, si je ne me trompe pas, c'est mi-2018 à début 2019, pour ce groupe-là, hein, Okay. que leurs données ont été prises, enregistrées, sans motif, et ce n'était pas dans le cadre de l'enquête Eclipse ou d'un appel du 911. Non. Fait qu'elle décrit les sous-groupes vraiment spécifiquement comme ça. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est s'asseoir avec la Ligue des Noirs, avec la juge, et regarder justement ce qu'elle a décrit et comment est-ce qu'on va procéder finalement aux indemnisations des victimes. Donc, une personne qui écoute ça, qui dit, OK, bon, moi, je sens que je rentre dans ce groupe ou un des groupes, c'est quoi que cette personne-là doit faire? Mais c'est ça. Ça, on n'a pas les détails tout de suite. Okay. C'est-à-dire, c'est clair que puis ça, c'est important que je vous Est-ce qu'il faut qu'il y ait un avocat? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un avocat? C'est un très bon point. Nous, ce qui a guidé notre décision par rapport à l'appel, puis on en viendra tout à l'heure, c'est on s'est dit, quand je dis nous, c'est notre administration, notre équipe. Ouais. Puis encore, il faut que je dise, tu sais, la mairesse est une alliée là-dedans, elle nous a fait vraiment complètement confiance sur la bonne décision à prendre. Et ce qui nous a guidés dans nos réflexions, c'est de se dire, si on va en appel, il ne faut absolument pas que l'appel vienne défaire le gain qu'on a eu, c'est-à-dire qu'un tribunal a reconnu qu'il y a du profilage racial. On ne veut pas que l'appel soit sur une discussion là-dessus parce qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est ça. L'autre chose qui nous guidait, c'est de se dire, c'est important pour nous que le fardeau de la preuve pour l'indemnisation ne tombe pas sur les victimes avec notre appel. Donc, on sait, honnêtement, je peux dire, chaque jour, pendant les 30 jours qu'on avait avant de prendre la décision, je redemandais au cabinet puis aux avocats, est-ce qu'on est sûr que le fardeau n'ira pas aux victimes? Puis on m'a assuré que oui. Donc, maintenant, il reste à voir comment ça va se passer concrètement. Puis ça, la juge l'a demandé dans sa décision. Il faut que la Ville, ce soit avec la Ligue des Noirs et la juge, puis on va déterminer les détails. Fait qu'aujourd'hui, là, je sais qu'il y a plein de monde qui se disent où est-ce que je vais chercher mon argent. Les détails ne sont pas encore là. Mon argent! Je veux mon cash! Mais quand on l'aura, c'est clair qu'on va dire, bon, si vous avez vécu telle chose, ça va être super spécifique. Voici comment procéder finalement pour être Oui, mais ça va être tellement spécifique que je ne pourrais même pas dire que, à cause qu'il me manque ça, je ne peux pas avoir mon argent aussi. Il y a des fois, il y a ce petit côté-là où est-ce que c'est tellement précis que dans le fond, je suis comme, écoute, regarde, j'avais pas mon téléphone, il y a plein de choses qui font en sorte que, est-ce que j'ai vraiment été faire une plainte? Dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes, moi, je me suis fait interpeller plein de fois, là, même après 2017, 2018. Ouais. Et après, j'ai juste laissé ça aller. Moi, j'ai que mon histoire, moi. J'ai que mon histoire, j'ai que quelqu'un qui m'a profilé. Et ensuite, je suis comme, tu sais quoi, ça arrivé telle date. J'ai à peu près peut-être le nom de l'agent au pire. Le maximum d'informations que j'ai, c'est peut-être le monsieur agent XYZ. Bon, ensuite. Mais en fait, c'est que, par exemple, le premier sous-groupe que j'ai décrit, si tu t'es pas fait interpeller durant ces 6 mois-là, puis qu'on n'a pas pris tes données, ou qu'on t'a interpellé parce qu'il y avait un appel du 911, tu ne rentres pas. Donc, c'est pas, ça, c'est la juge qui a déterminé ces critères-là. C'est ça, c'est la juge. C'est pas nous. Nous, notre intention, par contre, nous, Ville, administration, c'est qu'une fois que quelqu'un rentre dans ces critères-là, ben, que ça soit... Que ce soit pas le fardeau, ce soit pas compliqué pour toi de te faire indemniser. Parce que déjà, c'est vraiment très spécifique sur toutes les catégories. Donc, en plus, on ne va pas ajouter un poids pour dire « Oh, il faut que tu nous montres, je ne sais pas moi... » là. Bref, on ne veut pas que ça soit compliqué une fois qu'on détermine que tu rentres dans les critères. Mais il faut des critères parce qu'après... Il faut des critères, il faut que ça soit structuré aussi. Je peux comprendre aussi ce côté-là où il faut que les personnes puissent arriver avec aussi non seulement quelque chose qui est prouvé, mais aussi on est capable de contrôler parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi juste s'infiltrer là-dedans. Mais pour revenir aussi au côté où tu as parlé d'appeler ça, apporter ça en appel, mais ça, peut-être, il y a des personnes peut-être qui ont vu ça d'une façon un peu négative parce qu'au début de l'action collective, la Ligue des Noirs du Québec évaluait le montant de la poursuite à 170 millions et estimait que 10 000 à 30 000 victimes pourraient se manifester pour être dédommagées. La Ville de Montréal dit ne pas avoir calculé combien elle devra débourser pour indemniser les victimes qui sont surtout issues des communautés noires, arabes, latinos et autochtones. Ce n'est pas une question d'argent, assure Graça Kasoki Katawa. On veut indemniser les victimes. On a déjà eu des discussions avec la Ligue des Noirs à ce sujet. Oui, parce que sur la question des chiffres, le 170 millions, c'est vraiment un calcul de la Ligue des Noirs. Mais en fait, pour nous, ce n'est pas une question de chiffres. Puis, en disant ça, les gens vont penser que je cache rien. C'est-à-dire que
Dans le rapport Harmonie, pour les personnes qui se connaissent, là, il y a les chercheurs, dont le lead chercheur qui est Harmonie, ont fait 2 rapports où ils tentent de pas quantifier, donner un ordre de grandeur, en fait, du profilage racial, c'est-à-dire combien de fois plus les personnes noires, latinos, arabes et autochtones sont interpellées par rapport à la population générale. C'était ça le but de leur étude, pour prouver, en fait, qu'il y a du profilage racial. Regarde, peu importe comment tu calcules, c'est tellement plus important, le chiffre des interpellations de ces groupes racisés, que la population majoritaire, que nécessairement tu dois déterminer qu'il y a du profilage racial. Toutefois, nous, ce chiffre-là, c'est-à-dire, nous, c'est pas ce chiffre-là qui nous importe à la ville. Non. Parce que la juge a déterminé des critères pour déterminer qui est-ce qu'on indemnise. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une question d'argent. Que ce soit 10 000, 40 000, 70 000 personnes qui rentrent dans ces critères-là et qui doivent se faire indemniser, la Ville de Montréal veut indemniser ces victimes-là. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question d'argent. Mais la question des chiffres est extrêmement complexe à déterminer. Les chercheurs Harmonie ont déterminé un ordre de grandeur. Maintenant, nous, on n'a pas besoin de savoir le chiffre exact. Nous, ce qu'on veut, c'est dire on veut indemniser les victimes directement, peu importe le chiffre, en fait, tant qu'elle rentre dans les critères que la juge a déterminés. Mais l'étude d'Harmonie, ça a duré combien de temps, en fait? Ça a pris combien de temps à faire cette étude-là? Ils ont fait 2 études, puis là, je vais peut-être me tromper dans les années, mais ils ont fait 2 études, puis je dirais 3 ans peut-être pour les 2, 3-4 ans, mais peut-être que je me trompe là-dessus. C'est-à-dire directement après, justement, la consultation de l'OCPM, on a demandé une première étude Harmonie pour être en mesure de quantifier le profilage racial. Et puis, donc, ils ont travaillé avec les SPVM, ils ont pris des chiffres, etc. Et puis, ils sont revenus pour un 2e rapport pour peaufiner finalement les conclusions du premier rapport. Et la juge a beaucoup utilisé ces 2 rapports-là pour émettre sa décision. Elle a laissé beaucoup dans ses décisions. Après les statistiques, la décision de la Cour supérieure, maintenant, le chef de police, est-ce qu'il s'est prononcé par rapport à ça? Avant le chef de police, moi, j'ai peut-être envie de vous parler de l'appel. C'est-à-dire, au final, tantôt, je dis on va parler de l'appel. Donc, nous, on a décidé d'aller en appel. On a décidé d'aller dans un appel partiel parce qu'on pense que c'est nécessaire pour 2 choses. On pense que la juge, en fait, j'ai parlé des 4 sous-groupes tout à l'heure, dont le sous-groupe le plus important. Pour les 3 sous-groupes où il y aurait moins de monde, on pense qu'ils viendraient chercher l'argent, elle a demandé un recouvrement individuel. Ce que ça veut dire, basically, c'est que chaque personne doit venir individuellement récupérer son indemnisation. Pour le premier sous-groupe, qui est le groupe avec le plus grand nombre de personnes, selon nous, elle a demandé un recouvrement qu'on appelle collectif. Ce que ça veut dire, c'est que la Ville de Montréal décaisse un montant X. Genre plusieurs millions de dollars. Pour X plusieurs dizaines de millions de dollars potentiellement. Elle décaisse ça. Et puis, donc, les victimes vont recevoir leur indemnisation. Les avocats vont recevoir des millions de dollars. Et le reste. Mais quand tu dis groupe, est-ce qu'on parle de communauté ethnique spécifique ou c'est juste à quoi tu veux ne pas le dire, en fait? Non, groupe, en fait, c'est parce que dans sa décision, il y a vraiment sous-groupe 1, sous-groupe 2, sous-groupe 3, 4, puis elle a une définition spécifique pour chacun. C'est pas lié. Les 4 groupes, groupes de personnes racisées, c'est-à-dire Black, Latino, Arabes et Autochtones. Moi, je pensais que c'était ça, les groupes 1, groupe 2. Ah ouais, va prendre ton cas. Ils font tous partie des 4 sous-groupes. C'est juste... Et j'ai décrit un des premiers sous-groupes. Elle est super spécifique. Elle dit, tu t'es fait interpeller en telle date et telle date. On a pris tes données. C'était pas dans le cadre d'un appel 911, puis c'était pas dans le cadre des clips. Tout dépendant de ton données. Sous-groupe 1. Exactement, OK. Tout dépendant de ton témoignage, c'est là qu'on va savoir dans quel et tout. Exact. Donc, pour le premier sous-groupe là, que je décris depuis tantôt, elle a demandé un recouvrement collectif qui fait en sorte que la Ville de Montréal a décaissé des millions de dollars pour aller aux victimes, certes, des millions de dollars aux avocats, mais surtout, et la grande majorité, irait au gouvernement du Québec, au ministère de la Sécurité publique, dans un fonds qu'on appelle un fonds d'aide aux actions collectives. Mais, on le sait tous, le gouvernement du Québec ne reconnaît pas le racisme et l'exclusion systémique. C'est ça, le paradoxe! Donc, nous, on pense que c'est notre responsabilité comme administration. On est la première institution à devoir indemniser des victimes. Il faut que ça fasse du sens. Oui, il faut que ça fasse du sens. Tu ne peux pas comme... Toi, comme ville, et c'est les taxes des citoyens, prendre des millions de dollars et l'envoyer à un gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme et l'exclusion systémique, alors qu'on vient de te condamner, te condamner parce que tu fais du racisme et des discriminations systémiques à ta population. Ça ne marche pas. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on veut, là, on veut juste que l'argent aille aux victimes. Tu sais, quand j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Cet argent-là, on veut juste qu'il aille aux victimes. On ne veut pas que ça aille à d'autres niveaux de gouvernement, là. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on souhaiterait,
par rapport à cet élément-là, c'est qu'elle nous permet de faire un recouvrement individuel pour ce sous-groupe aussi. Ça veut dire que, comme les 3 autres, chaque victime va pouvoir venir récupérer son argent, dans le fond. Fait que ça, c'est une raison pour laquelle on pense qu'il faut aller en appel. Puis j'ai commencé en disant que c'est un appel historique. Si dans la façon dont on répare puis on indemnise, ça ne fait pas de sens pour les institutions, là. Non. Je veux dire, comment est-ce qu'on va faire pour avancer collectivement pour que Exactement. les institutions puissent indemniser puis réparer leurs torts? Ouais. Ça ne marche pas. Puis l'autre aspect sur lequel on a décidé d'aller en appel, c'est la question de la faute directe de la Ville. La juge dit que la Ville a une faute directe par rapport au profilage racial. Nous, on lui dit, on est d'accord avec toi. On est d'accord avec toi sur le fait que la Ville, comme employeur des policiers, on est responsable de tous nos employés, que tu sois policier, que tu sois agent de bibliothèque, que tu sois ingénieur. On est responsable de la façon dont tu offres les services aux Montréalais. Et si tu brimes leurs droits, c'est notre responsabilité, donc on doit t'indemniser. Parce que je me demandais un peu, c'était quoi la position justement de la Ville de Montréal, parce qu'on dit, on reconnaît, mais il faut payer, donc j'essaie de savoir sur quel pied vous dansiez. Le bémol, c'est qu'elle dit qu'on a une faute directe, parce que si on parle des interpellations policières, qui est une pratique policière. C'est pas vous. C'est pas que c'est pas nous. Elle dit que c'est nous. Indirectement, c'est vous. Mais pour la pratique policière, nous, on veut aller en appel là-dessus, pour dire, vous dites que la Ville de Montréal, les élus du conseil municipal, le directeur général est responsable de la pratique policière. Non, mais Amine, ça, selon nous, elle a erré. Fait qu'on dit, on veut que ça aille comme à la plus haute cour de la province pour dire, il faut que vous réfléchissiez là-dessus, parce que vous êtes en train de dire que nous, comme élus, on a quelque chose à dire sur ce que font les policiers. Les policiers ont une indépendance, puis les policiers sont régis par la loi sur la police. Donc, qu'est-ce que vous dites, Madame la juge? Il faut le préciser. Fait que c'est aussi pour ça qu'on est allé en appel, sur ces 2 éléments-là. Fait qu'on est en appel partiel, mais on est d'accord sur la majorité des éléments qu'elle a mis dans son jugement. Mais tu sais, c'est ça, on parlait aussi de le fait que Québec ne reconnaît pas le racisme systémique en tant que tel. Donc, ça répond un peu à la question que je t'avais demandé tantôt. Pourquoi ce n'est pas plus médiatisé à la grandeur du Québec? C'est qu'on essaie d'étouffer un peu cette narrative-là que, regarde, là, il y a la Ville de Montréal qui reconnaît ça, puis il va y avoir ça qui va se passer. Donc, c'est important que nous, on puisse justement être en train de... Montréal a maintenant son deck. Des cartes de tarot uniques en leur genre. Regroupant plusieurs personnalités afrodescendantes de la communauté. Conçu et réalisé à Montréal, ce deck se distingue avec l'authenticité des images, transformant chaque carte en une véritable œuvre d'art. Que ce soit pour enrichir votre collection, pour offrir en cadeau ou pour l'utiliser lors de tirages, le tarot ébène incarne à la fois l'art et la tradition dans un hommage vibrant à Montréal. Visitez le site web pour plus d'informations. Ben, je pense que c'est important. Parce que le monde, il pensait même encore que, OK, on a parlé ça dans l'air, puis c'était perdu. Puis même moi, après, quand je parlais avec mon équipe, je suis comme, c'est vrai, c'est quoi qui se passe avec ça? Ben, moi, je pense que de là l'importance d'avoir aussi des médias diversifiés. Ben oui, parce que honnêtement, on a parlé de la lettre du commandant qui a démissionné. Il y a eu des articles là, dans certains journaux et tout ça. Oui. Mais quand on parle d'une décision historique, je veux dire, où sont les articles? Non, je vois pas. Et c'est pour ça que moi, je viens vers vous. Je viens vers vous, je viens vers les médias qui renseignent nos communautés. Puis il faut qu'on en ait davantage, en fait. Parce que ce genre de nouvelles qui touchent beaucoup de gens dans les différentes communautés, ben il faut qu'on l'entende, même si peut-être les médias mainstream en parlent moins. Donc, tu sais, le processus de tout ça, là, ça risque quand même d'être long parce que là, il faut que les personnes puissent avoir accès à l'information. Ensuite, avec l'information, il va y avoir un système qui doit être mis en place pour comment ils vont faire en sorte pour appliquer ou déposer justement leur situation. Ensuite, il va y avoir un processus de filtrage ou de toi, t'as approuvé, toi, c'est crédible, parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment dire des histoires qui, des fois, le gars était sous. Il faut rentrer dans les critères. Il m'a profilé, puis il roulait à contresens. Donc, il faut qu'on puisse être capable de filtrer. Oui, donc ça, c'est un temps de... Parce que là, on parle de beaucoup de dossiers de personnes qu'on dit qui sont interpellées. Donc, on risque d'avoir beaucoup plus d'autres personnes qui vont peut-être pas rentrer dans ces cadres-là, qui pensent qu'ils fit. Donc, il y a ce moment-là. Ensuite, il va avoir... là, il faut qu'ils puissent être capables de savoir dans quel sous-groupe. Et le processus d'avoir leur argent. Fait que là, c'est sûr qu'on n'est pas avoir 1 an, 2 ans dessus et tout. Donc, c'est important aussi de pouvoir expliquer aussi le côté où
je pense que les gens sont fâchés quand ils n'ont pas d'informations sur le processus, donc le côté transparent. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, c'est plus comme on appelle ça le shut up ring, là, qu'on t'a dit une bonne nouvelle, mais c'est juste pour que vous arrêtez de parler. On a reconnu, OK, la Ligue des Noirs a gagné. Donc, là, on ne parle pas seulement de quelque chose de symbolique, mais on parle aussi de quelque chose de monétaire, mais qu'il y a un processus que les personnes doivent avoir peut-être un site où est-ce qu'ils peuvent avoir accès à l'information, une affaire suivie, où est-ce que les personnes peuvent dire, OK, c'est quoi, avec juste ça, bien, tout le monde, je pourrais dire certains groupes communautaires ou médias, on est capable de partager, parce que là, c'est plus qu'une entrevue, c'est plus qu'une émission. Là, c'est littéralement genre une information qui sont cruciales pour des gens qui vont avoir cet argent-là. Maintenant, est-ce que cet argent-là est basé aussi peut-être à seulement tu sais, je pourrais dire au niveau symbolique, la personne qui se fait interpeller, est-ce que le niveau de trauma que la personne a pu avoir, est-ce que ça peut aussi jouer dans le rapport que la personne va déposer pour se dire, comme moi, parce que moi, je te prends pendant des années, on était à la ligne, tu sais, au feu rouge, il y a des policiers à côté. Je te promets, je vais juste être agité pour rien. Puis, ben oui. je suis agité pour rien. Donc, est-ce qu'il y a un certain trauma aussi qui est pris dans la décision de. En fait, les montants ont été déterminés par la juge. Donc, c'est pour certaines catégories 2500 et d'autres catégories 5000. Mais en effet, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi, c'est un montant qui est symbolique parce que les impacts de ça, ils sont importants, puis ça reste là. C'est-à-dire, tu sais, puis moi, je parle de ma petite expérience de petite fille qui a vu son père se faire interpeller, puis que tu restes traumatisée, là. T'es une petite fille, c'est ton père, là, tu sais, puis pourquoi il se fait arrêter par la... Pas arrêter, mais comme, pourquoi est-ce que la police vient lui parler, tu vois? Ou, pendant ma campagne électorale, mes frères m'aident à mettre des pancartes, ils se font interpeller. Hey, arrêtez de voler les cartes! Ils étaient énervés, ils disaient, attends, mais nous... On vient de genre Québec, whatever, on vient t'aider, puis comme la police nous arrête dans ton quartier, c'est quoi le problème? Donc, puis tu sais, ce que tu dis, c'est vraiment, moi je suis infirmière aussi, c'est des signes d'anxiété, c'est-à-dire, c'est comme un stress que tu développes en voyant la police qui est pas normal. Donc, tu sais, je suis d'accord que c'est symbolique parce que les impacts des interpellations sont vraiment importants. Puis le cas d'Alexandre Lamontagne, c'est un cas qui est comme, moi quand je l'ai relu, je l'avais lu dans les journaux, mais quand je l'ai relu dans la décision, c'est, tu sais, je veux dire, tu marches tranquille, comme plein de Montréalais à 1h du matin dans le Vieux-Montréal, puis la police vient t'interpeller pour te demander si t'es perdu. En fait, mais qu'est-ce que... Tu veux quoi, en fait? Genre, est-ce que... Fait que, tu sais, puis de là, ça escalade, puis tu te retrouves pardon, arrêté parce que finalement, tu t'énerves, tu hausses la voix. Mais fait que tout ça, là, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Puis, tu sais, avec les réseaux sociaux, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de personnes avaient le réflexe de m'envoyer leurs vidéos. Donc, c'était devenu, à un moment donné, la page pour être virale. Et c'était une façon aussi de s'exprimer parce que je voyais souvent que des personnes qu'on essaie d'exprimer sur nos expériences, mais c'était « Oh, vous êtes toujours des victimes. » La victimisation. « Oh, vous êtes toujours en train de dire que c'est la faute de la police. » On ne voit pas le début du vidéo. Donc, c'est comme ça, on est toujours remis en question sur qu'est-ce que nous, on vit. Donc, cette décision-là, non seulement elle est symbolique, elle doit être médiatisée. Parce que j'ai vu que les grosses histoires, on va prendre deux histoires que je pense que c'était comme probablement les deux plus grosses, c'est le Bryce Dossa puis Camara Mamadou. Comment ça a été à un niveau international, mais étouffé rapidement dans les médias où, je ne sais pas comment ça a été réglé à l'amiable, je me dis, c'est sûr qu'avec toute cette narrative-là, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, qui ne sont pas heureux avec ça. Donc, là, c'est sûr qu'il faut que je puisse parler justement de comment la réaction justement avec la SPVM par rapport à ça. C'est quoi la relation? C'est quoi les discussions? Parce qu'après cette décision-là, c'est sûr qu'on attendait justement un statement de Fadi Daguerre que je n'ai pas vu, je cherche encore. J'ai fait une émission de Kéké Show où... Mais il est venu, non? Non, voilà. Je voulais prendre la peine d'expliquer ça. Ah ouais, d'accord. Donc on a une première invitation avec le chef de la police, il accepte. Ensuite, il dit qu'il y a un problème, il ne peut pas se présenter. Donc, on dit OK, c'est correct. Ensuite, il y a la situation du CIM de Montréal où on me contacte pour dire, tu sais quoi, il faut faire l'émission. On est là, on commence à parler. C'est le racisme qui est arrivé au CIM, c'est ça? Oui, aussi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait une émission là-dessus. Ouais. Donc, il y a des personnes qui devaient venir dans l'émission. Là, je reçois des appels un peu bizarres durant la journée. Mais tu sais, c'est comme des numéros bizarres qui ne t'appellent pas souvent. Je ne vais même pas répondre. Après, quand j'arrive là-bas, on me dit, ouais, tu sais, bon, c'est un peu chaud. Il y a des personnes qui vont regarder chaud. Je te le dis tout de suite. Je suis comme, OK, mais moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Moi, le message doit arriver, vu qu'ils écoutent en plus. Ensuite, quelques semaines après, on essaie de pouvoir rebooker monsieur. Là, on a justement
son assistante ou attachée de presse et tout. Oh, le message le plus sec qui existe. Tu comprends? Je pensais qu'on était au pôle Nord pendant 5 minutes. Non, il n'est pas disponible. Il y a un empêchement. Mais la première fois, c'est qu'il ne peut pas parce qu'il y a ci, ça, mais on voudrait vraiment. Là, c'était sec. On a dit, OK, non, mais parce que, tu sais, là, on a quand même fait l'émission parce qu'on a su ça peut-être 24 heures à l'avance, quasiment. Là, on est l'autre bord. Il y a plein de monde dans la salle parce que j'ai fait en forme de panel. En forme de panel. Fait que là, il y a sûrement une conversation à l'interne pour dire non. Puis j'avais dit à beaucoup de personnes, tu sais, vous avez une opportunité de pouvoir même sensibiliser parce que lui, tu sais, je le voyais ou je l'entendais aussi dans des entrevues parler de weed ou aussi il avait déjà expérimenté des trucs. Donc je me suis dit, c'est assez bizarre comme comportement pour, je pourrais dire, un chef de police un peu réformiste, tu sais, de pouvoir avoir cette position-là. Donc est-ce que lui-même est dans une certaine position? Donc moi, c'est des questions que moi, je me pose là-dedans que s'il y avait un moment, il fallait vraiment que tu t'exprimes. Je pense dans les podcasts il y a 2-3 ans, c'est là que c'est important d'entendre. Mais honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, il y a tellement de choses qui se passent dans la ville, là, comme, au moins depuis la dernière année. Tu sais, moi, comme mairesse de Côte-des-Neiges, j'ai dit notamment... Bref. Donc, est-ce qu'il s'est passé une urgence? Puis, je ne sais pas, parce que je sais que M. Daguerre, honnêtement, il vient d'habitude. En tout cas, moi, je mais le quelque chose, il va dans des safe spaces. Le quelque... Ah ouais? Mais il est allé, par exemple, il me semble, à un podcast de la clinique juridique de Saint-Michel, non? C'est un safe space. C'est pas un panel quelque chose. Ouais, je comprends. Mais bon, mais en tout cas, moi, je pense là. Moi, je pense que ça vaut la peine de lui redemander. Parce que, honnêtement... Ben, il faut que je passe par Pôle Nord. On va se parler. On va se parler. Mais par rapport au jugement, en fait, nous, comment dire, évidemment, on a parlé avec les SPVM quand c'est sorti, puis... C'est clair, le constat du jugement, c'est clair qu'il faut au moins, parce que M. Daguerre explique qu'il ne veut pas mettre un moratoire sur les interpellations policières. Il explique que lui, il ne veut pas. Puis là, on parle de l'indépendance de la police ici. Là. Donc, on a dit OK, mais ça veut dire que la politique sur les interpellations qu'on a mis en place depuis 2020, bien, il faut lui donner beaucoup plus de niaque, là. Il faut comme vraiment beaucoup mieux l'encadrer. Parce qu'au fond, les policiers ont un pouvoir discrétionnaire sur l'utilisation de l'interpellation. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent quand ils pensent que c'est bon par rapport à leur travail pour la sécurité des Montréalaises, Montréalais. Donc, il faut comme bien encadrer ça, cette pratique-là. Puis, il faut s'assurer que quand tu décides d'employer cette technique policière, cette pratique policière, bien, que tu sois imputable de ton action. C'est-à-dire, quand tu l'as utilisé de façon à brimer le droit des Montréalaises, Montréalais, bien, il doit avoir une genre de conséquence. Donc, nous, on a certainement... Moi, j'ai exprimé ça à mon collègue qui est responsable de sécurité publique, puis je sais qu'on l'a exprimé aussi au SPVM. Maintenant, ce que je veux dire sur notre police, il faut savoir qu'au début, j'ai commencé en disant notre administration puis la Ville de Montréal, on est vraiment des précurseurs au Québec et parfois même au Canada sur la question de reconnaître le racisme et les discriminations systémiques. La police de Montréal a embarqué avec la ville, c'est-à-dire qu'on l'a reconnu dans toutes nos institutions, puis ils ont pris des actions. Tu sais, par exemple, là, il y a une conseillère... Est-ce qu'ils étaient obligés d'embarquer? Ou... Ben, c'est-à-dire... Comme c'est sûr qu'ils n'allaient pas dire non, mais... en même temps, quand, tu sais, je veux dire, une administration prend une position, il faut à un moment donné suivre le pas. Mais peut-être pour ajouter là-dessus, tu sais, Fadi Daguerre est arrivé après la reconnaissance, hein, du racisme. Il est arrivé après 2020, il est arrivé en 2022, si je ne me trompe pas, ou 23, début 2023. Donc, on est allé en consultation des Montréalais pour savoir quel genre de chef de police vous voulez avoir. Puis, ils ont, dans les critères que la population a soumis, ben nous, on a soumis ça parce que c'est le ministère de la Sécurité publique qui nomme. On a dit, nous, c'est le genre de chef de police qu'on veut. Et Fadi est aligné avec ces valeurs-là qu'on a déterminées. Mais après, c'est ça. Lui, il travaille dans un monde qui n'est pas nécessairement rendu là non plus. C'est-à-dire, quand je dis un monde, c'est-à-dire tous les autres services de police au Québec ne sont pas rendus aussi loin que les services de police de la Ville de Montréal. Même si nous, ici à Montréal, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, imagine comment les autres sont vraiment loin. Puis, nos gens sont formés à l'école de police, qui est comme ailleurs, etc. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il doit mettre en place. Je juste fini là-dessus. Il a mis en place le programme Immersion. Je pense que tu sais c'est quoi peut-être, mais tous les nouveaux chefs de police doivent faire un stage d'immersion sans soute de police, sans gun, dans différentes communautés à Montréal. Puis, on ne parle pas d'aller juste jouer au basket dans Côte-des-Neiges. Tu sais, genre, ils font vraiment une immersion. Ils vont dans la rue, parfois avec les personnes en situation de différence. Ils vont voir les communautés autochtones, etc. Puis ça, c'est une stratégie que Fadi a mis en place parce qu'il dit, tu sais, si tu viens de, je sais pas, la Saint-Clinclin, là, puis tu n'as jamais vu de noir dans ta vie. C'est souvent ça qui était notre problème et tout. Quand on se faisait interpeller, je dis, mais
c'est même pas des gars de Montréal qui sont là en train de nous parler. Puis on voyait déjà la maladresse ou la barrière. Puis des fois, quand tu vois, c'était des personnes qui étaient de Montréal. C'est pas qu'ils étaient mieux, mais il y avait déjà un autre dialogue. Mais oui, puis fait que là, tu sais, je veux dire, Fadi, va dans la famille à Saint-Michel, là. Va dans la famille haïtienne à Saint-Michel, passer un peu de temps pour comprendre, tu vois. Et honnêtement, je pense que ça, c'est un élément qui est positif. Mais ce changement-là prend du temps à venir. Mais quoi qu'il en soit, moi, je dois dire que le 29 octobre, il y a la reddition de comptes. À chaque année, on fait la reddition de comptes pour la lutte au racisme et discrimination systémique. C'est le 29 octobre. Et le SPVM va être là. Fait que si les gens ont des questions à poser, je pense que c'est le moment de venir. Puis il va y avoir aussi les chercheurs qui ont fait le rapport Harmonie. Ils vont aussi venir devant la Commission de la sécurité publique à l'automne. Je n'ai pas la date en tête. Puis les gens vont pouvoir venir poser leurs questions spécifiquement sur le profilage racial et les interpellations. Donc, c'est-à-dire, le SPVM va pouvoir répondre directement à la population. Mais je sais que Fadi travaille sur les interpellations, puis nous, on lui a dit ce qu'on pense qui devait être amélioré à la lumière du jugement. Oui, parce que sur leur site Internet, je pense qu'ils avaient un plan jusqu'à 2027 ou 2028 sur les choses qu'ils veulent mettre en place. Mais, tu sais, avec ce qu'on voit des fois, régulièrement, des choses négatives, c'est quoi le rapport? Comment on est capable de savoir s'ils ont juste dit, OK, voici, on travaille là-dessus, puis ils travaillent vraiment sur les trucs qu'ils ont mis sur leur... Moi, j'étais sur leur site, j'essaie de voir un peu c'est quoi les programmes qu'ils mettent en place, mais après, je suis comme... Il faut qu'ils montrent les résultats. C'est ça, mais comment on est capable non seulement d'avoir accès à ces résultats, parce que, tu sais, c'est écrit, mais est-ce que vraiment on va prendre notre temps pour aller? C'est plus le côté après, où est-ce que le compte rendu est comme difficile, et je sens qu'il n'y a pas vraiment de redevabilité, vraiment. Dans le sens, c'est comme, oui, on l'a écrit, mais après, même si on ne le fait pas, c'est qui va nous taper sur les doigts? Non, mais là, et c'est ça c'est un point positif de l'OCPM, c'est-à-dire à chaque année, la Ville de Montréal est obligée de revenir à la population avec des chiffres. Fait que là, on revient le 29 octobre avec des chiffres, incluant des chiffres du SPVM, puis les documents vont être rendus publics dans la prochaine semaine, là, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez avoir certains chiffres, puis en plus, le SPVM va être là pour répondre aux questions. Parce que c'est essentiel. Puis moi, je vais reparler à Fadi, là, parce que, voilà, Fadi est ivoirien, moi, je suis congolaise. Pour si on se rappelle bien, hein, on a perdu la coupe devant les Ivoiriens, donc j'ai un rapport particulier avec lui, donc je vais lui en parler. Je pense que Fadi, il se promène dans les différents médias justement pour que les gens puissent mieux comprendre ce qu'ils font. Donc, je pense que c'est ça. Moi, c'est pas, je le dis pas d'une façon où je comprends peut-être pas dans le contexte aussi dans lequel il est. Tu sais, je sais pas c'est quoi la position qu'il y a par rapport à ça ou qu'est-ce qui s'est passé en moins de 24 heures. C'est extrêmement bizarre et louche. C'est sûr qu'après une émission avec la CIM, que ça s'est produit avec un email comme ça. Donc, c'est pas comme si on était blessés, tout ça. C'est juste que ça nous a surpris. Ouais. Puis en plus, c'était comme un après l'autre, là, donc ça Oui, mais c'est ça. Puis c'était comme en moins de 24 heures, 48 heures, puis ça n'a pas été restitué, alors que c'est vraiment une plateforme où tu veux vraiment parler avec les gens, je pourrais dire, qui sont concernés. Mais c'est vraiment comme tu viens me voir, puis on a une conversation où on ne va pas arriver comme des bêtes sauvages. Là, on veut avoir des explications puis des réponses là-dedans. Et je sais qu'il y avait des personnes qui voulaient vraiment rencontrer puis le parler. Donc, c'est bien de dire, OK, ben, ils vont être là sur l'Angelier, tout ça, ils ne vont pas aller. Les gens vont pas aller. Ils vont aller avec des faces qu'ils connaissent déjà. Si moi, je dis, OK, toi, tu vas être là, il va être là, ils vont venir. Mais si tu le dis une place comme ça, avec une affiche comme ça, la plupart des gens qui sont pleins sur mon Instagram, sur mon TikTok, ne viendront pas. Je vais lui parler. Je vais lui parler. On va voir à quel point elle a l'influence. Écoute, on va voir. Si ça fonctionne, voilà. Je vais lui parler, puis on se prépare. Un griot, sans photo, un griot. Donc là, c'est une situation qui est historique, jamais vue, je pourrais dire, dans les grandes villes en général. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé là. Donc, c'est quoi, à partir d'aujourd'hui, les personnes doivent s'attendre? Parce que là, on a parlé de ça. C'est quoi, toi, je pourrais dire, les prochaines étapes que tu fais par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, une annonce qui va se faire? Est-ce qu'il y a des meetings qui doivent se faire? C'est quoi un peu les prochaines étapes? Donc, les prochaines étapes, c'est que nous, on doit s'asseoir, la Ville de Montréal, on doit s'asseoir avec la Ligue des Noirs et la juge pour déterminer, comme j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que les victimes ils vont être indemnisés, genre la mécanique de comment ça va se passer. Puis c'est après, puis je prends bien note de tes commentaires, c'est-à-dire qu'il va falloir bien communiquer l'information aux citoyens. Oui, les étapes, en fait. Je pense que les gens, ils aiment ça, une affaire qui est très transparent, étape 1, étape 2, étape 3, pas avant telle date, parce que là, le monde va penser que, ben regarde, c'était juste des paroles en l'air, puis à un moment donné,
on va juste décourager, on va passer à d'autres choses parce que le monde sont facilement distraits. Oui, mais il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a vécu ça au courant de sa vie qui vont se faire indemniser. Ça, déjà, c'est une première chose à comprendre. On va... mais je pense juste le fait que des personnes savent qu'il y a des gens qui ont été indemnisés, même si elle n'a pas été trop profilée, le fait que le monde voit le côté, parce que là, on est vraiment dans l'époque des réparations, à tous les niveaux, au niveau esclavage, colonisation. Donc, savoir ça, c'est un statement, mais même ce statement-là, je pense que c'est important que d'autres villes entendent ça. D'autres États aux États-Unis. On est allé jusqu'au bout, en fait. En France, c'est que là, Montréal va devenir une plaque tournante parce qu'on veut aussi que Montréal a cette reconnaissance internationale. Donc, Montréal est justement en faveur des situations là-dedans. Donc, d'autres personnes vont dire, yo, I need to move in Montreal. Ou d'autres personnes vont dire, tu sais quoi, Montréal est un exemple au niveau moral, vu que ça comprend nous aussi en tant que ville. Ben oui, mais en fait, je comprends, c'est qu'il faut montrer aux gens qu'on va jusqu'au bout. Oui, exactement. Donc, pour y aller, on va s'asseoir avec les Noirs et la juge. Oui, puis on va déterminer la mécanique, puis on va la communiquer. Donc, ça, c'est une des étapes. Après ça, tout à l'heure, tu as dit, tu sais, les gens, le jugement, ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Non. Ça, je vais le dire. Tu sais, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé au cours des dernières décennies, mais ce n'est pas terminé. Puis, tu sais, quand on a pris notre décision, on a rencontré différents groupes, en fait, qui travaillent avec les groupes afro, latinos, arabes et autochtones. Et il y avait plusieurs questions qui ont émergé du genre, OK, d'accord, c'est bien l'indemnisation, mais, tu sais, justement, comment vous assurer qu'il n'y a plus personne qui soit profilé? T'sais, il faut comme continuer. Il n'y a pas de promesse pour ça, il n'y a pas de promesse pour ça. C'est pour ça que je parlais de la politique. Fait qu'il faut qu'on continue à travailler, puis il faut qu'on continue à se battre. C'est ce que je veux dire, en fait. Donc, nous, on a du travail à faire d'un point de vue indemnisation, mais on a aussi du travail à faire d'un point de vue s'assurer qu'on devienne une administration réellement exempte de racisme et de discrimination. Puis ça, il y a beaucoup de travail sur la planche, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que tu sens que c'est aussi une claque dans la face du SPVM, ce jugement-là, que ça va provoquer beaucoup plus de profilage avec le temps pour dire qu'on ne va pas se laisser dicter par un jugement sur qu'est-ce que nous, on veut faire ou qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a ce genre de truc-là? Parce que, je dirais récemment, j'avais vu des histoires, puis c'est comme si je sentais des fois de l'agressivité gratuite aussi. Donc, pour dire, je ne suis pas dans leur comité ni rien, mais est-ce que c'est comme, tu sais quoi, ça s'est arrivé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas, et puis... il ne faut pas, puis tu sais, moi, je vais souvent, tu sais, quand je vais dans les événements dans l'arrondissement, par exemple, moi, je connais bien les différents policiers dans nos quartiers, par exemple, puis j'ai été sur des cobras avec eux, puis on a été dans des maisons de personnes racisées, et j'ai vu comment ils intervenaient, ces policiers-là avec qui j'étais ce jour-là. Puis honnêtement, il y a beaucoup de policiers qui comprennent le caractère métropolitain, diversifié, disons, de la ville. Donc, il ne faut pas, ce n'est pas une question... En fait, on est ensemble là-dedans, c'est ce que j'essaie de dire. Tu sais, quand j'ai dit la mairesse l'a reconnu, puis à partir de là, tout le monde s'est mis à travailler, ça inclut le SPVM, qui est finalement une politique, un service de police qui est à l'avant-garde parmi tous les autres services de police au Québec. Ça, c'est vrai. Et on est ensemble là-dedans, puis il faut comprendre qu'eux aussi, ils ont comme ce mur-là à défoncer à chaque fois avec nous. Après, il faut aussi être capable de reconnaître, écoute, il y a un jugement qui décrit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, donc je pense que les policiers doivent l'entendre aussi, puis continuer à travailler peut-être plus rapidement, puis on va faire ça ensemble. Quand je dis on, notre administration, on va faire ça avec eux, on est ensemble là-dedans, là. C'est comme, nous, on est responsables des citoyens, puis eux sont responsables de leur sécurité, fait qu'on on a un chef de police qui a des valeurs communes, on va avancer ensemble là-dedans. Ça ne sera pas facile. Je ne veux pas comme faire croire aux gens que je suis en train de dire que ouais, tout va être réglé l'année prochaine, c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'on a beaucoup de vent dans la face, nous d'un point de vue politique et eux d'un point de vue service de police. Fait qu'il faut vraiment juste que nous, la police et la population, on se tienne puis qu'on dit nous c'est ça nos valeurs, nous c'est à ça qu'on croit. Montréal va être une locomotive là-dessus puis on avance ensemble. Fait que les policiers, je pense que c'est aussi l'attitude idéalement qu'il faut avoir, c'est-à-dire il y en a qui font déjà du bon travail, on va juste aller en s'améliorant. Puis au final, tout ce qu'on veut, c'est la sécurité de tout le monde et que les droits des gens soient respectés. Je pense qu'eux aussi le veulent. Fait que c'est pas de eux contre nous. On est ensemble. Gracia, merci pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. On va avoir toutes les informations, les étapes qui vont venir et tout. Parce que moi, quand ça va sortir, je reviens. Quand ça va sortir, je reviens vous le dire, vous expliquer exactement comment ça va fonctionner. J'espère que ça ne va pas bloquer à Québec tout le processus. Hein? On était au quelque chose, zéro censure. C'était votre animateur, Kéké Calix, avec Gracia.